Je te laisse peut-être présenter notre premier intervenant. Voilà, nous allons laisser la parole maintenant à Jean-Yves Le Gallou, cofondateur de l'Institut Iliade, président de Polémia, qui va commencer le colloque en traitant d'une question fondamentale, sciences économiques ou économie politique. Merci d'accueillir Jean-Yves Le Gallou. Jean-Yves. C'est l'avantage d'être orateur. Le terme économie politique apparaît au XVIIe siècle. Pour Antoine de Montchrétien, il s'agit alors d'étudier les relations entre la production et le commerce d'un côté, les lois et les coutumes de l'autre. Au XIXe siècle, les auteurs marginalistes anglais, Gibbons, Marshall, entre autres, préféreront le terme d'économie tout court, dans le double but d'émanciper leur discipline de la politique et de la faire accéder au statut de science. C'est dans cette perspective que le terme sciences économiques, plus déterministe, a été placé sur le devant de la scène au XXe siècle. Observons toutefois que le terme économie politique a fait de la résistance, puisqu'il continue, ou il a continué longtemps, de figurer parmi les programmes des écoles de sciences politiques et des facultés de droit et d'économie. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus le terme d'économétrie. Et effectivement, il s'agit de mathématiques appliquées à l'économie, ce qui peut être riche d'enseignements, même si évidemment une corrélation n'est pas une causalité. Deux exemples. Le démographe Boursier de Carbon, qui pourrait être des nôtres, a établi un lien de corrélation entre l'évolution du taux de fécondité dans les sociétés contemporaines et l'évolution des revenus relatifs entre une famille avec enfants et une famille sans enfants. L'expérience récente des politiques familiales a montré la validité de ce lien avec la politique de M. Hollande, débouchant sur une chute de la fécondité française, ou avec les politiques de M. Orban ou de M. Poutine, maintenant en partie la situation dans leur pays. Mais vous voyez bien que la loi économique s'applique dans les deux cas, mais elle ne dit pas ce qu'il faut faire. Elle ne dit pas s'il faut faire comme M. Hollande ou s'il faut faire comme M. Orban. Ça, c'est un choix politique et ce n'est pas l'économie qui va déterminer. De même, le Centre de mathématiques appliquées de l'École des mines de Paris a beaucoup contribué à la compréhension de la formation des prix et des stratégies de conquête des marchés dans les domaines de l'énergie, dans les domaines du transport et des investissements en termes de transport. Mais ces modèles mathématiques ne disent pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut relier, privilégier le fait de relier les capitales régionales à la capitale nationale, elle-même reliée aux capitales mondiales, ou est-ce qu'il faut privilégier, au contraire, la desserte des villes moyennes? C'est un choix politique. Ce n'est pas l'économie qui peut le déterminer, de même que ce n'est pas l'économie qui peut déterminer les grands choix stratégiques en termes d'énergie. C'est, encore une fois, la politique. Alors, de manière plus globale, la société de marché s'est affirmée en faisant de la concurrence l'alpha et l'oméga de la politique économique. Et le principe moteur de l'Europe de Bruxelles, ce n'est ni l'identité, ni la puissance européenne.
c'est la libre concurrence. Sauf que dans la réalité, la concurrence n'est ni libre, ni pure, ni parfaite. Et d'ailleurs, pour ouvrir tous les marchés, il a fallu développer toute une série de réglementations visant à assurer une certaine égalité entre les concurrents. C'est-à-dire que le principe de la concurrence, cœur de l'Europe de Bruxelles, est aussi ce qui explique le développement de la bureaucratie bruxelloise qui vise à fixer des règles communes. Évidemment, règles communes entre les États et les entreprises qui ne sont pas fixées de manière neutre, mais qui dépendent des rapports de force et des rapports de puissance. Et derrière chaque réglementation visant à assurer une égalité entre les concurrents, il y a des groupes de pression qui visent à imposer, et qui souvent y parviennent, les règles qui les avantagent, les modes qui les avantagent. On voit ça d'ailleurs de manière caricaturale s'agissant du Code des marchés publics, qui ont été réformés en Europe, en France, tous les 2 ou 3 ans, dans le but d'assurer l'honnêteté et la transparence, dans le but affiché, et dans la réalité de fermer l'accès aux marchés publics au bénéfice des grandes ou très grandes entreprises. De même, la libre circulation est un jeu, au fond, qu'on nous présente comme gagnant-gagnant et qui est assez largement perdant pour les peuples. Les théories économiques ne sont pas neutres. Les économistes anglo-saxons, anglais puis américains, ont privilégié les théories centrées sur les individus et les firmes. A contrario, et face aux thalassocraties, les économistes des puissances de la Terre ont davantage étudié les rapports de pouvoir et les stratégies de développement territorial. Avec l'Allemand Frédéric List au XIXe siècle, ou au XXe siècle, les Français François Pérou et Maurice Allais, tous deux ont souligné l'importance des jeux de puissance dans l'économie et la légitimité pour un État de défendre une préférence de structure. La libre circulation du travail a d'ailleurs changé de dimension avec le développement des moyens de transport, permettant à la fois les délocalisations et l'immigration. Le tout appuyé par la logique des grandes organisations internationales, l'Union européenne, le GATT, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale des migrations. Cette situation a des effets profondément pervers car elle conduit à mettre en concurrence des hommes, des situations, mais aussi des régimes économiques et sociaux, des pratiques culturelles profondément différentes. Et en cela, elle déstabilise les économies et les sociétés. Là où les mondialistes insistent sur le win-win en matière de commercialisation et de diffusion des richesses, les souverainistes et les identitaires observeront plutôt du perdant-perdant du point de vue des relations humaines et de l'équilibre social, sans parler des chocs culturels ni des conflits à venir. De même, la libre circulation du capital fait bon marché des stratégies de pouvoir. En Chine, pour se développer, une entreprise non chinoise devra prendre un partenaire chinois. Aux États-Unis, la CIA est derrière un certain nombre de fonds de pension qui achètent partout dans le monde, et en particulier en France, notamment en France, les entreprises à caractère stratégique. Quand ce n'est pas tout simplement l'appareil policier et judiciaire qui vient au service de la puissance américaine, où on l'a vu avec le rapt du secteur nucléaire de Thomson par la puissance américaine. Alors,
Il ne peut pas y avoir de politique dictée par la science économique. L'économie est d'abord et avant tout politique parce qu'elle est aussi et d'abord un lieu de confrontation entre les pouvoirs. Et je dois dire, ce sera peut-être une des seules références à la situation actuelle dans cette journée, mais la gestion de l'épidémie de coronavirus nous a fourni un exemple grandeur nature des jeux de pouvoir. La grande majorité des pays occidentaux a choisi de dramatiser la situation, modèle grande peste plutôt que grosse grippe, et d'imposer au peuple des mesures extraordinairement contraignantes, bouleversant les règles de vie et portant atteinte aux libertés fondamentales d'expression, de circulation, de culte, de commerce, de recherche, de prescription médicale et de tenue de colloques. Ces mesures ont été imposées par une propagande massive, doublée d'une censure vigilante. Or, celles-ci n'ont été possibles que parce que les grands médias audiovisuels, les GAFAM, les nouveaux médias, type Netflix, Spotify, les grandes plateformes de jeux vidéo, avaient un intérêt majeur au confinement qui maintient les gens derrière leurs écrans. Et en même temps, les pouvoirs idéologiques et politiques appréciaient aussi de disposer d'un plus grand temps de cerveau disponible de leur sujet. L'épidémie de Covid, réelle, n'en a pas moins été instrumentalisée par la nouvelle économie contre l'ancienne, par les grandes surfaces commerciales et les plateformes de vente par correspondance contre les petits commerces, par les utilisateurs de robots et d'esclaves, Amazon, Uber Eats, Deliveroo, vous les voyez dans les rues, contre l'économie de proximité, par les centrales de la malbouffe, Subway, McDo, Starbucks, contre les restaurants traditionnels. De manière générale, dans tous les secteurs économiques, les plus gros acteurs résistent mieux à l'adversité que les plus petits. Ces plus petits dont ils attendent l'aggravation des difficultés et la mort pour les racheter à bas prix. Bien sûr, l'épidémie de Covid n'a été ni créée, ni inventée de toutes pièces à ses fins. C'est juste une opportunité qu'un certain nombre de forces idéologico-économiques ont saisie pour renforcer leur puissance. Non, le marché n'est pas neutre. Il est le jouet de la manipulation des forces économiques les plus puissantes du moment. Alors voilà quelques-unes des pistes qui seront abordées au cours de ce colloque, explorées. Comment a-t-on pu passer en 3 siècles de théories faisant de la grandeur des nations un objectif, c'était les mercantilistes, à une économie qui fait abstraction des nations, ou prétend faire abstraction des nations? Est-il encore possible de reprendre la maîtrise de la territorialisation des économies et de voir à nouveau se développer des activités économiques donnant du sens? Comment les peuples européens peuvent-ils retrouver les logiques de puissance dans un monde de guerre économique entre États, continents et firmes mondiales? Voici quelques-unes des questions qui vont être abordées tout au long de cette journée. Merci Jean-Yves.